Mais pourquoi vous avez tout mis en une seule fois, Marvel? Alors je me plains parce que je suis un défenseur de la diffusion hebdomadaire et que pour certains épisodes ça aurait été un banger, mais la série, on va en parler tout de suite, parce qu'on se retrouve pour parler de Spider-Noir disponible depuis ce mercredi sur Amazon Prime, et franchement la série, merci. Parce que bon, si vous me suivez, vous avez compris qu'en ce moment je me retape toutes les séries Marvel Netflix, et ajouter une série de plus à mon programme, c'était pas prévu à la base. Puis Marvel sont arrivés avec leurs gros sabots, leur trailer de oui, une nouvelle série sur Spider-Noir, sur Amazon Prime, ça va être trop bien. Oui, merci, j'ai déjà beaucoup à regarder les gars. Mais ce que j'avais pas non plus prévu à la toute base, c'était d'avoir 8 épisodes à me mater d'un coup, alors que je suis en train actuellement de me re-regarder Iron Fist, et c'est pas très plaisant. Donc dans un sens, merci, ça m'a fait une pause là-dedans, mais dans un autre, vous me faites un peu prendre du retard sur mes vidéos, c'est pas cool. Du coup, on a eu 8 épisodes d'un coup, Nicolas Cage, le New York des années 30, et évidemment en noir et blanc ou en couleur selon ton humeur et tes envies, tout comme la VO ou la VF. Et sincèrement, je suis content qu'il l'ait fait, parce que la série Spider-Noir, c'est probablement la chose la plus courageuse qu'a pu faire Marvel durant ces dernières années, surtout pour ce qui gravite autour de Spider-Man en live action. Évidemment, la vidéo va être découpée en deux parties, la première sans spoiler, et la deuxième, évidemment, fuis pauvre fou si tu n'as pas regardé la série ou que tu refuses de te faire spoiler, parce que là, je vais y aller à balle. Premier point important, Spider-Noir, c'est pas une série Marvel Studios. C'est une série Sony Pictures Television qui a été faite pour Prime Video et pour MGM+. La série est produite par Phil Lord et Chris Miller, les gars derrière Spider-Man Into the Spider-Verse. Et ça, déjà, c'est une bonne chose. Elle a été écrite par Oren Uziel et Steve Lightfoot, et si t'es fan de The Punisher, tu devrais reconnaître ce deuxième nom. Deuxième point, le personnage principal n'est pas Peter Parker, mais Ben Reilly. On est cette fois pas sur un adolescent, mais sur quelqu'un qui déjà a de la bouteille. Et chose importante que je prends pas nécessairement comme un spoiler parce que c'est dit dès le tout début, on est sur le même personnage que dans Into the Spider-Verse. Il y a une référence à ça, c'est rapide, et on n'y revient plus après. Troisième point, et pour moi c'est le plus important, quand tu te lances pour regarder la série, t'as donc le choix entre le noir et blanc et la couleur, et je pense sincèrement que tu devrais d'abord la regarder en noir et blanc. Et si je veux être un peu plus exhaustif, je te conseillerais même de regarder les 3 premiers épisodes en noir et blanc, puis les 2 suivants en couleur, reprendre à l'épisode 6 en noir et blanc si tu veux, et la fin, c'est toi qui vois. Voilà un peu mon classement si tu as envie de regarder la série en couleur, pas en couleur, apprécier un peu les deux formats, franchement, ça c'est ce que je pense être un peu le meilleur. Mais à mon sens, regarde-la en noir et blanc, je dis pas ça comme un puriste, mais parce que ça propose une expérience plus immersive et complètement différente des séries qu'on a l'habitude de regarder depuis quelques années en fait. Et peut-être même que ça pourra te donner envie de regarder d'autres projets, Marvel ou non, qui sont en noir et blanc. Pour Marvel, on a par exemple Werewolf by Night qui était vraiment très bien. Mais pour une série qui se passe dans les années 30-40, sincèrement, le noir et blanc, c'est ce qui fait le plus authentique. Et qui donne un petit charme, un petit cachet à la série. Évidemment, je te l'ai dit, la couleur, ça marche aussi, mais fais-moi confiance, le noir et blanc mon pote. On va prendre rapidement les points qui fonctionnent et ceux qui fonctionnent pas, et pour ce qui fonctionne, bah déjà, Nicolas Cage. Voilà, au moins c'est dit, on peut s'arrêter là si tu veux, mais déjà, il me semble que c'est la toute première apparition de Nicolas Cage dans une série. Et ça, bah ça change un peu quand même. Plus sérieusement, Cage il joue vraiment le rôle à la perfection. C'est comme si ce rôle avait été créé sur mesure pour lui au fil de ses 40 années de présence scénique, et franchement ça rajoute vraiment quelque chose à la série. On a un acteur principal qui envoie du lourd. Et pourtant je suis pas le plus grand fan de Nicolas Cage à la base. Il joue Ben Reilly, un détective désabusé, mélancolique avec une ironie sèche, et aussi et surtout une maladresse physique qui se ressent énormément. C'est un mec qui perd des combats, qui se bouffe des murs, qui arrive en retard à ses propres rendez-vous. Franchement, le personnage est très attachant et très touchant. Ce Ben Reilly, ce Spider-Noir, l'araignée, c'est vraiment différent du Peter Parker qu'on connaît nous, en tant que grand public. Il est pas surdoué, il est pas en train de bondir sur tous les murs à tout va, c'est loin de ça. C'est une araignée rouillée et c'est ça qui rend la chose plus intéressante. Le reste du casting est vraiment excellent, on en parlera un peu plus en zone spoiler évidemment. Mais Brendan Gleeson en parrain de la pègre, ça marche trop bien. Pareil pour Lamont Morris, qui joue le meilleur pote journaliste de Ben, c'est du jeu acteur succulent, ils jouent tous très bien. Autre point fort, la direction artistique, ça c'est comme ça, mama, c'est trop bien, je suis trop heureux. Et honnêtement, je dis qu'elle est incroyable, mais pour moi c'est difficile de la surestimer. C'est vraiment magique. Le New York des années 30, la Grande Dépression, les cabarets, les costards, les voitures, tout ça là, moi j'aime bien. C'est cohérent, c'est dense, c'est immersif. T'as jamais l'impression que c'est purement un décor. T'as l'impression que les personnages ils vivent vraiment là-dedans. Et ça, c'est encore mieux. On est vraiment immergé dans la série. Et encore plus en noir et blanc.
Et l'humour de la série, je m'y attendais pas. Je m'attendais soit à ce que l'humour soit beaucoup trop tiré, soit que ce soit beaucoup trop sérieux. Mais l'humour de la série, c'est aussi un point fort. La série, elle est plus drôle qu'annoncée, et je suis en train de me faire éclairer la gueule de plus en plus parce que le soleil revient. Mais c'est pas grave. L'humour, c'est pas un humour de sitcom, c'est pas des rires forcés. Déjà, ça, c'est cool. C'est un humour sec, noir, qui casse jamais vraiment le ton de la série, mais qui marche quand même et qui ajoute une touche de légèreté, au travers surtout du personnage de Ben Reilly. Après, ce qui fonctionne un peu moins, parce que évidemment, ça peut pas être que positif. Le traitement des antagonistes de la série est ultra inégal. On a des personnages dont on parle et qui vont être là genre sur 8 secondes d'écran. C'est pas fou. On a Brendan Gleeson qui a un traitement très cool, et à côté, on a d'autres antagonistes qui sont plus ou moins bien traités, plus ou moins importants, le traitement est plus ou moins bien géré en fait. Là-dedans, on peut par exemple parler de Sandman qu'on a déjà vu en trailer, ou Megawatt qu'on a déjà vu en trailer. Plus ou moins bien géré, je pense que c'est ce qui décrit le mieux ces personnages. Il y a des points très très cool sur chacun d'eux, mais il y a aussi du négatif. Parce que le but d'une menace, à mes yeux, c'est que dans la série, on ressente vraiment son impact et qu'elle fasse vraiment peur. Alors, quand je dis peur, c'est dans le sens les événements qui peuvent découler de ces personnages puissent être graves dans le cadre de la série. C'est très bien géré côté Brendan Gleeson, donc Silvermane, mais c'est un peu en deçà avec Sandman, Megawatt, qui eux ils sont là, ils sont puissants, mais ils font pas peur. Tu ressens pas des méchants foncièrement dangereux, foncièrement impactants. Même s'ils ont des points positifs, sur lesquels je reviendrai durant la partie spoiler. On a aussi le rythme des épisodes 4 et 5 qui est un peu à la baisse. C'est aussi pour ça que je t'ai proposé de les regarder en couleur. C'est un peu en deçà, mais au moins ça te permettra quand même d'apprécier les couleurs de la série, pouvoir te faire un avis dessus, sans pour autant être sur des scènes ou des événements trop importants, ou sur un rythme un peu trop fourni. Mais sur une série de 8 épisodes, tous diffusés d'un coup, je trouve que la série, elle perd en rythme à un moment où elle aurait peut-être dû accélérer légèrement. Après, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que ça peut être un peu dérangeant. Verdict sans spoiler, est-ce que tu dois regarder Spider Noir ? Absolument. Là, il n'y a aucun doute, la série est trop cool. Est-ce que c'est parfait ? Non, loin de là. Mais est-ce que c'est vraiment dérangeant ? Pas tant que ça. C'est frais, c'est courageux, et ça prouve surtout que Marvel et les différents ayants droit ont encore la capacité de faire quelque chose d'original avec Spider-Man. Et ça, c'est trop cool. Ça donne que du positif pour l'avenir. C'est un peu le genre de projet qui, je trouve, est vraiment impactant et important pour cet univers, au même titre que Miles Morales Into the Spider-Verse et sa saga, qui a une vraie identité, qui est une vraie proposition. De même que les films Venom, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une vraie proposition, ils ont une véritable aura autour d'eux. Et c'est ce genre de projet qu'on a besoin, de projet avec une aura, une identité, et quelque chose qui va prendre vraiment amplement et pleinement sa propre proposition. Maintenant, je te préviens, on passe en zone spoiler. Le premier épisode, il pose tout ce qu'on a besoin de savoir sur Ben Reilly. Mais genre, il le fait en 5 minutes. On le voit en flashback, l'araignée, bondissant entre les toits, sauvant des gens, et puis Ruby, elle meurt. Dans une voiture qui tombe dans l'eau, Ben qui tente de la sauver, qui arrive pas, puis on a un bon 5 ans en avant. Et ça, au moins, on a un background, c'est bien fait. Ça suffit sincèrement à ce qu'on comprenne le personnage. On retrouve donc un Ben détective privé, qui n'arrive pas à payer sa secrétaire. Et pire que ça, en fait, il rate ses filatures, il se bouffe des façades en essayant d'escalader des murs. C'est pas un détective privé dans un bon état, c'est pas une araignée dans un bon état. Et là-dessus, je trouve que la série, elle a fait quelque chose de très intelligent. Elle nous montre un Ben Reilly qui n'a pas arrêté d'être l'araignée parce qu'il ne pouvait plus, mais parce qu'il ne voulait plus. La différence, elle est immense, parce que Ben, il peut encore se battre, mais il a plus de raison pour laquelle se battre. Ruby est parti, et du coup, il a plus de responsabilité. Parce que pour lui, Ruby, c'était sa responsabilité. Il y a une mouche, je vais péter un câble. Donc la série, elle pose un point dès le départ. Qu'est-ce qui fait qu'on se lève un matin et qu'on se dit qu'on arrête tout ? Et qu'est-ce qui fait qu'on se relève ensuite ? Ruby lui a dit que un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, sauf que lui, il a fait de Ruby sa responsabilité. Donc s'il n'en a plus, pourquoi continuer ? Plus de raison d'utiliser ses pouvoirs, plus de raison d'aider les gens, puisqu'il a plus de responsabilité selon lui. Contrairement à ce qu'il essaie de nous dire, c'est pas de la lâcheté, C'est une logique interne cohérente et globalement dévastée. Et parlons de cette logique interne, cette dévastation, cette étape psychologique. Parce que le noir et blanc, j'ai l'impression que c'est pas juste un gimmick pour faire une série dans les années 30. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu comme un truc marketing. Oh là là, le noir et blanc, c'est stylé, machin. Oui, c'est marketing. Mais c'est beaucoup plus que ça. J'ai eu ce sentiment en regardant la série que le noir et blanc, dans Spider Noir, c'est un peu là pour nous refléter l'état psychologique de Ben.
Comme si lui, depuis la mort de Ruby, voyait la vie en noir et blanc, n'avait plus de saveur dans ce qu'il voyait, n'avait plus de saveur dans la vie. Du noir et du blanc, quelque chose de binaire. Il y a ce que Ben peut tolérer depuis la mort de Ruby et ce qu'il ne peut pas tolérer, et pas d'entre deux. Et quand, dans la version couleur, la série décide de te montrer une couleur en particulier et mise en avant, c'est rarement anodin. Par exemple, le rouge lors des scènes de violence, le bleu lors de certaines scènes avec Kat, c'est vraiment pas là pour rien et c'est pour apporter quelque chose. La couleur, dans la version couleur de Spider-Noir, la couleur, elle est là pour te montrer les moments où Ben sort de son armure, de sa coquille, sort de ce qui s'est créé autour de lui, en lui, suite à la mort de Ruby. Et ça, je trouve que ça marche très bien. Maintenant, on va parler du grand méchant. Interprété par Brendan Gleeson, merci, tu es un super acteur, c'était trop bien, tu as une sacrée performance. Silvermane, c'est le grand méchant de la série. Et heureusement qu'il est joué par Brendan Gleeson, parce que, peu importe son rôle, ce mec, c'est une garantie. Silvermane ici, c'est pas le parrain de la mafia tout puissant et intouchable comme on pourrait croire. C'est quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est un mec qui a créé un empire et qui commence à se fissurer. Il y a quelqu'un qui a incendié sa maison, donc en fait c'est ce que je te disais être l'équivalent d'un Molten Man, mais qui n'est pas Molten Man et qu'on voit en fait très peu dans la série. Peut-être pour ça qu'ils n'ont pas voulu cramer, sans mauvais jeu de mots, la carte de Molten Man. Et il a aussi survécu à plusieurs tentatives d'assassinat. Et il cherche un peu à comprendre pourquoi il y a autant de personnes avec des pouvoirs étranges qui gravitent autour de lui. Gleeson joue pour Silvermane avec une patience d'un prédateur. Il est jamais pressé, il écoute, il observe. Et quand il agit, c'est définitif. Dans l'épisode 1, quand il tranche la gorge d'Onegal, là, c'est rapide et c'est presque désintéressé, genre. Et voilà, c'est fini. Ça donne le ton du personnage en 30 secondes. Mais, et il faut être honnête, Silvermane est meilleur que ce que la série, elle en fait. Brendan Gleeson, il a le niveau pour quelque chose de vraiment complexe. Un antagoniste avec une vraie blessure, une vraie philosophie, une vraie raison d'être ce qu'il est. Et la série, elle lui donne la fonction de grand méchant, et pas beaucoup plus que ça en fait. On comprend son plan, on comprend sa menace, on comprend son impact et l'aura qu'il a même politiquement, mais on comprend pas vraiment qui il est. Et même Katardi à un moment, elle lui demande pourquoi il se bat, pourquoi il fait tout ça. Et il n'y a pas vraiment de réponse en fait. Et je trouve ça dommage parce qu'avec Gleeson, t'avais le matériau parfait pour faire un personnage incroyable et inoubliable. Mais ça reste un des personnages avec la meilleure aura de toute la série. Maintenant, on va partir sur les autres antagonistes, les autres mutants, comme ils ont appelé ça en VF, les autres personnages avec des pouvoirs. Donc on va avoir Sandman, on va avoir Tombstone, on va avoir Megawatt et d'autres personnages dont on n'a pas vraiment trop les noms, mais ils n'ont pas d'impact, ils sont morts. L'idée centrale de la saison, c'est des personnages qui, lors de la Première Guerre mondiale, ont subi des expériences et où le Dr Faber essaie de les sauver afin de pouvoir sauver son fils qui, lui, a eu une mutation lors de ses expériences et a un vieillissement accéléré. Genre visuellement, il a genre 70-75 ans alors qu'il en a 36. Et tous ces mutants, plus ils utilisent leur pouvoir et plus ils se rapprochent de la mort. Donc le plot un peu, c'est ok, ils ont des pouvoirs, pourquoi ils ont des pouvoirs, faut essayer de les sauver. Et ils veulent pas tous être sauvés. Par exemple, Megawatt. Cette idée de base et ce postulat de base, sur le papier, c'est brillant. Et ça marche très bien. Ça ancre l'arrivée des super pouvoirs de ces personnages dans un contexte historique. La Première Guerre mondiale. La Grande Guerre. Ils ont vraiment tous un point commun. Et toutes ces personnes ont été sauvées par Ben Reilly. Il s'appelait pas comme ça à l'époque. J'ai oublié le nom et je pense qu'on s'en branle. Mais ils ont tous été sauvés par lui. Et c'est aussi là que lui a reçu ses pouvoirs quand il s'est fait mordre par, je pense, ce qu'on pourrait appeler Man Spider. Mais visuellement, ça marche bien. On a un homme sable qui, au fur et à mesure, à chaque fois qu'il s'énerve, il s'effrite littéralement. Il devient de plus en plus en sable et il s'effrite. Genre c'est des bouts de son visage, de sa main, qui deviennent du sable au lieu de la partie humaine. Et c'est pas forcément contrôlé. On a un Megawatt survolté qui a du mal à contrôler ses pouvoirs et ses décharges. Dès qu'il y en a trop, ça finit par péter, il a plus de puissance et il faut que ça se recharge. Ces hommes, c'est pas des super vilains au sens classique comme on peut le voir dans les différentes séries ou les différents projets qui gravitent dans l'univers Marvel. C'est les victimes d'une société qui les a transformés en armes et qui sait plus vraiment quoi faire d'eux. Et le parallèle avec la Grande Dépression, il est pas subtil, mais il est juste. Des gens jetés après usage, dépouillés de tout ce qui leur donnait une valeur sociale, et qui survivent comme ils peuvent, parfois avec, pas grand chose. Et surtout, parfois, violemment. Et c'est aussi pour ça qu'ils rejoignent Silvermane. Dans ces personnages, je trouve, sincèrement, que c'est Sandman le plus réussi, l'homme sable. Donc Flint Marko. Et je pense aussi que c'est un peu, et surtout, grâce à la prestation de Jack Huston. Flint est dangereux, mais Flint est manipulé. Sauf que c'est également quelqu'un
qui cherche à s'en sortir, mais qui sait pas comment. Et c'est également quelqu'un qui joue un peu entre les deux tableaux, parce qu'il est amoureux de Kat Hardy, mais c'est elle qui est le rat, comme il l'appelle, la personne qui a essayé de trahir Silvermane, sauf que lui, il s'en rend compte et il le sait, mais il décide de pas la dénoncer, et donc de pas dénoncer Ben Reilly, qui est au courant, pour pas qu'il meure. Mais en même temps, s'il doit leur casser la gueule, il leur casse la gueule. C'est bon, il est un peu entre les deux, et ça rend un personnage plutôt ambigu, et ça marche bien. Je trouve que sa relation avec Kat Hardy, elle crée un triangle amoureux qui est très réussi, entre Ben Reilly, Kat et Flint, avec Ben qui a perdu Ruby, donc il a perdu la personne à qui il tenait, Kat qui a perdu Flint parce qu'il y a un moment on pense qu'il est mort et puis en fait on pense ensuite qu'il est perdu dans le sens pas récupérable, donc ça se chipe un peu entre les deux, mais en fait elle aime toujours Flint et Flint il l'aime mais il peut pas trop être avec elle et machin, et ça crée un triangle amoureux qui marche bien. Je suis très content de ça, je trouve que c'est rare les triangles amoureux qui fonctionnent bien dans les séries. Et pour ce qui est de Megawatt, pour rester dans les méchants avec les super pouvoirs pour l'instant, je vais pas trop parler de Tombstone n'est pas le plus intéressant, parce que on passe d'une personne noire qui a lutté toute sa vie parce qu'elle a été traquée à cette époque-là, et que du coup il a dû lutter à cause de sa différence de couleur, à quelqu'un qui doit lutter à cause de sa différence, à cause de ses pouvoirs. L'un dans l'autre, je trouve que le personnage est pas très intéressant dans le cadre de la série, même si il est bien joué et qu'il est pas spécialement dérangeant ni transcendant. Mais pour Megawatt, on est sur un personnage vraiment cool et vraiment en dents de scie. Il a une attitude très Joker. Il est fou, il est très dans... Quand je dis Joker, c'est le Joker des derniers films, du film The Joker, là. Vraiment trop bien. Et un peu cet aspect très mélodramatique, très dans l'acting, dans le paraître, dans la mise en scène. Je suis étoile, applaudissez-moi. Voilà. Et pourtant, il fait du mal en même temps. C'est un trou de balle. C'est un personnage qui arrive assez tardivement, auquel on n'a pas forcément trop le temps de vraiment s'attacher. Mais ses apparitions, elles marchent bien. Le seul problème, c'est son traitement est en dents de scie. C'est il a une vraie personnalité, mais en même temps, on a Silvermane qui veut le brider là-dessus et qui veut pas trop qu'il reste qui il est. Donc c'est dommage. Pour ce qui est de Kat Hardy, je pense qu'en une phrase, je pourrais dire que c'est la femme fatale, mais qui n'est pas que ça. En une seule phrase, Kat Hardy, la femme fatale qui n'est pas que ça. La série, elle joue consciemment sur tous les gimmicks, tous les traits caractéristiques de la femme fatale des films noirs. La chanteuse de cabaret, les alliances floues, la loyauté impossible à vraiment lire, le mystère autour du personnage. Ça marche bien. Mais au fur et à mesure de la série, elle subvertit à ça. Et ça, c'est cool. Parce que Kat, on a vraiment l'impression qu'elle est dans une société où chaque chose, chaque action qu'elle fait, ça va avoir un impact direct sur les gens qu'elle aime. Et du coup, elle doit un peu naviguer dans les eaux troubles comme ça pour essayer de faire du mieux qu'elle peut pour elle survivre, faire des choix, faire ses choix, et pour autant aider les gens autour d'elle, du moins éviter qu'ils aient des problèmes. Sa trahison de Ben quand elle donne ses informations sur son identité au docteur Faber, à ce moment-là, j'ai pas compris. Moralement, c'est ultra complexe, c'est peut-être son moment le plus moralement complexe de la saison, en fait, mais j'ai pas compris. Ils sont en train de commencer une romance avec Ben, ils ont l'idée de partir à l'autre bout du monde ensemble, et là, elle apprend qu'il y a un antidote possible à faire avec le sang ou les gènes de Ben, elle se dit tiens, je vais donner son identité. Pourquoi ? Je comprends, mais pourquoi ? Mais Kat, elle fait pas ça par malveillance, elle fait pas ça parce que c'est une antagoniste, elle le fait pour aider Flint parce qu'elle l'aime en fait, et qu'elle continuera de l'aimer. Et je trouve que la meilleure scène de toute la série est également une scène du personnage, c'est la scène avec le miroir où elle tue Silvermane. Alors désolé, je viens de spoiler, mais bon, on est dans la partie spoiler, jusque là c'est normal, mais cette scène, elle est absolument magistrale. On est, je trouve, sur une des meilleures scènes de tout l'univers Marvel confondu. C'est une scène qui est trop belle, qui arrive à tout mettre en valeur, tous les plans un par un, avec les miroirs qui se brisent au fur et à mesure que Kat elle tire des balles, et le face-à-face final avec Silvermane, où il la met au défi de lui tirer dessus, et où elle le fait sans broncher une seule seconde. Mais ouais, on n'est pas sur la scène la plus spectaculaire, mais on est clairement, à mes yeux, sur la meilleure. En termes de mise en scène, c'est fabuleux, et c'est fabuleux en couleur comme noir et blanc. Et même pour une raison très simple, ça clôt l'arc narratif de Kat sans avoir besoin de l'aide de Ben Reilly. Elle clôt son problème toute seule. Et ça marche trop bien. Maintenant, on va parler, je pense, de mon personnage préféré de la série. Robbie Robertson, le boss, le meilleur pote de Ben Reilly, qui est au courant que Ben est l'araignée et qui est journaliste au Daily Bugle. Enfin, du moins qu'il l'était, et qui veut récupérer sa place parce que depuis que l'araignée a disparu, que Ben a arrêté d'être l'araignée suite à la mort de Ruby, lui, il a accepté ça. Et il a perdu son poste. Parce que c'est lui qui faisait toutes les photos de Spider-Man, comme Peter Parker le fait lui-même pour lui-même. Cette fois, c'est Robbie qui le fait pour Nicolas Cage, donc pour Ben Reilly. Et dans une saison où t'as l'impression que tous les personnages sont torturés, Robbie, c'est une bouffée d'air frais.
il a de la joie de vivre, il a la bonne humeur, c'est le meilleur pote, il est loyal. Franchement, c'est un personnage qu'on avait besoin pour que la série ne soit pas trop tout le temps tendue. Et je trouve que c'est le miroir, je fais cette métaphore, cette référence dans tout ce que je dis à chaque fois, dans toutes mes vidéos, mais ça marche bien. C'est le miroir de Ben, on a Robbie, et ces deux personnages, ils ont décidé des choix totalement opposés dans un même monde, un même univers. Là où Ben, il a décidé d'abandonner le costume et d'abandonner ses principes, ses valeurs qu'il abordait, qu'il arborait lorsqu'il était l'araignée, Robbie a décidé de continuer de se battre avec ses armes, tout simplement un papier et un stylo. Bah oui, il est journaliste, et du coup un appareil photo. Il couvre les crimes de Silvermane, il documente, il essaie de faire parler la vérité dans un journal tenu par des gens qui préféreraient qu'on ne parle pas de la vérité et qu'on fasse du putaclic. Ça se disait pas à l'époque, mais ça marche pareil. Il a fait un article sur les mutants, et l'article a été entièrement changé pour en fait dire que les monstres attaquent les policiers. Il a pété un câble. Mais je trouve que le climax du personnage, et je pense que je suis pas le seul à le penser, c'est le moment où il enfile le costume de l'araignée pour pouvoir sauver le cul de Ben. Ben, il est pris au pied chez Silvermane, qui lui demande d'appeler l'araignée et de le faire venir. Du coup, il appelle à son bureau et il demande concrètement à Robbie d'enfiler le costume, sans vraiment le dire. Et il arrive et c'est limite, il aurait pu mourir, il se sacrifie presque pour le bien de Ben. C'est le meilleur pote que n'importe qui pourrait avoir. Sa fin de série à lui, c'est cool, il quitte le Daily Bugle et il a son propre journal, et ça c'est trop bien, on est sur la meilleure conclusion possible pour le personnage. Et bah franchement, est-ce qu'on pouvait en demander plus à la série pour un sidekick? Je pense pas, je pense qu'on est sur le meilleur sidekick possible dans le cadre de cette série. Maintenant, c'est quoi le vrai sujet de la série? Je pense que tu vois où je veux en venir. Spider-Noir, c'est pas une série sur les super pouvoirs dans les années 30. C'est une série sur le fait de rejeter ses responsabilités. Et en fait, ça, dès le trailer, on peut s'en douter. On a la phrase du trailer, quand il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de responsabilité. L'antithèse de Spider-Man. Et là, bah, ça marche bien. Parce que Ben, il a décidé, après le décès de Ruby, de ranger le costume et de plus être l'araignée. Sans Ruby, la vie des autres, c'est plus son problème. Sans sa dernière responsabilité, le reste, il n'en a plus rien à faire. Et la série, elle passe 8 épisodes, petit à petit, à lui montrer, minute après minute, épisode après épisode, doucement, subtilement, patiemment, que cette décision, elle le détruit plus qu'elle le protège. Parce que on peut pas se désengager impunément de ce qu'on est. Ben, sans le costume, quoi qu'il en dise, quoi qu'il en pense, quoi qu'il essaye de montrer, il est pas libre sans son costume. Il rate ses filatures, il perd des clients, il se prend des coups qu'il aurait encaissés sans broncher 5 ans avant. 5. Encore une fois, pas parce que ses capacités ont disparu, mais parce que son envie de les utiliser a disparu. La série, elle revient sur cette idée encore et encore, qu'une responsabilité ignorée ne disparaît pas complètement. Elle attend, elle grossit, et elle finit par te retrouver, que t'aies voulu la trouver ou non. Ruby, elle lui avait dit qu'un pouvoir implique des responsabilités, et ça, il le comprend enfin à la fin de la série, grâce à Kat, grâce à Robbie, grâce à Flynn, grâce aux anciens soldats brisés. C'est qu'on peut pas décider arbitrairement de les arrêter. Et ça, c'est ce que la toute fin de la série va mettre en valeur, on va en parler maintenant. Et c'est ce qui permet le plus de voir l'évolution du personnage en fin de série. Le final, il se concentre sur un point essentiel. Un antidote a été trouvé et il n'y a pas beaucoup de quantité d'antidotes. C'est un antidote qui est conçu à partir de son propre ADN et Ben, il songe à l'utiliser sur lui-même. Et ça, il le fait pas directement. Spoiler, il y a une raison, hein. Il faut qu'il puisse sauver les autres. Donc Megawatt, non, Nick. De toute façon, c'est un trou de balle et je crois qu'il meurt. Mais au moment où il est censé devoir choisir entre lui et Flint Marko, il finit par choisir Flint. Il donne la seringue à Kat pour qu'elle l'injecte Il donne la seringue à Kat pour qu'elle l'injecte à Flint. Et c'est là où on voit vraiment que l'araignée est de retour. Le héros est de retour. Il a décidé d'aider quelqu'un contre qui il se battait. Ben a choisi Flint parce qu'il a compris au fil des 8 épisodes qu'il ne pouvait pas vraiment redevenir humain. Pas parce que la ville a besoin de lui, mais parce que lui a besoin d'être l'araignée. Pas pour Ruby, pas pour se punir, mais pour lui-même, parce que c'est ce qu'il est. Et c'est ça la vraie évolution du personnage sur cette saison. Ben il passe de « je suis l'araignée malgré moi et je veux plus l'être » à « je suis l'araignée parce que c'est tout ce que je sais véritablement être ». C'est pas de la résignation, c'est de l'acceptation. Et ça marche bien, bordel! Après, j'attendais la fin de la vidéo pour vraiment dire ce qu'on peut reprocher à la série foncièrement. Je trouve que le Dr Faber est sous-exploité. En 8 épisodes, elle passe de mystère central dont on n'a même pas le nom au début, à centre de l'intrigue, à outil juste exploité pour le scénario. Et en vrai, un peu expédié. Pour un personnage dont les expériences sont au cœur de l'intrigue, je trouve que ça fait un peu bâclé.
Les épisodes 4 et 5 ils font un peu du surplace, c'est un peu dérangeant, c'est une perte de rythme, où sur une série où on te balance tout d'un coup, ça pourrait faire décrocher pas mal de monde. C'est pas rédhibitoire, mais malheureusement ça reste perceptible, surtout à l'ère actuelle du binge-watching. Et j'ai lu quelques critiques, et je suis assez d'accord, les codes des films noirs sont tellement assumés que parfois ça vire presque à la caricature. C'est pas spécialement dérangeant, mais pour certains ça pourrait être un frein. La femme fatale, le détective désabusé, le parrain de la mafia impitoyable, tout ça c'est très bien géré et ça marche bien, mais le problème c'est que ça ne surprend pas vraiment. En conclusion, Spider Noir, c'est une série sur quelqu'un qui a arrêté d'être responsable, mais par choix. Et il découvre que cette décision c'était une illusion. On peut décrocher ce qu'on est, on peut le retarder l'inévitable, mais ce sera toujours là. Tout ce qui lui arrive dans la série, ça lui montre quelque chose, t'as toujours besoin d'être là, chef. La fin de série, elle fonctionne très bien, on est sur une bonne conclusion. Est-ce qu'il y aura une saison 2, je sais pas, mais la porte est entièrement ouverte. J'ai adoré le projet, j'espère que vous aussi. Je vais sûrement me le remater entièrement, cette fois en couleur et en VO. Je l'ai regardé en VF pour que ce soit plus simple et que je comprenne tout sans avoir besoin de regarder 2-3 fois certaines scènes. Mais en tout cas, j'ai adoré mon visionnage, j'espère vraiment que vous aussi. Et sincèrement, Sony continue avec les projets de la sorte pour l'univers Spider-Man. On veut pas des Kraven, on veut pas des Morbius. On veut des Spider-Man Into the Spider-Man. On veut des Spider-Man comme celui-ci, là, des Spider-Man noirs. On veut des films qui portent leurs couilles. Voilà, c'est dit. On veut des films qui portent leurs couilles. On veut des séries qui portent leurs couilles, les gars. C'est ça qu'on veut. Alors si t'as apprécié, dis-le moi en commentaire. Et même si c'est pas le cas, dis-moi ce que t'as pensé de la série. Si tu l'as regardée, si tu l'as pas encore regardée. Si tu vas la regarder en VO, en VF, en couleur, en noir et blanc. Dis-moi tout en commentaire. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. A plus!